الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. L'orientalisme islamisant nous donne des leçons et prétend nous révéler les secrets qui se dissimulent dans les replis, ou qui se dissimuleraient plus exactement dans les plis et les replis de notre patrimoine culturel. Il faut une certaine dose d'assurance pour prétendre révéler à ceux qui en sont les dépositaires légitimes les secrets et les derniers ressorts de leur religion et de leur culture. Que les orientalistes français, et c'est ceux que je vise, que les orientalistes français, qui sont une partie du peuple français naturellement, aient une autre opinion d'eux-mêmes, c'est un fait qui a été fort remarqué, et eux-mêmes le disent, nul besoin d'une enquête sociologique pour en recevoir la confirmation. Quoi qu'on dise de la déprime et du pessimisme ambiant actuel des Français, eh bien, ils se voient comme l'un des peuples les plus indispensables au monde qui soit. Il ne faudrait d'ailleurs pas beaucoup les presser pour leur faire avouer que sans eux, l'univers ne serait probablement pas ce qu'il est. Il y manquerait sans doute un parfum particulier, une sève singulière, quand on sait que le parfum est en France élevé à la dignité d'un fétiche et que les Français et combien les Français apprécient le vin, on se dit qu'ils ont au moins un certain sens de l'humour et même si besoin, de la dérision. Il serait injuste, au demeurant, de leur faire reproche d'un trait de caractère qu'ils partagent avec de nombreux peuples. À entendre les Français souvent répéter que la France est la patrie des droits de l'homme, les Anglais, par exemple, s'agacent de les voir oublier, disons, la Magna Carta de 1215, puisque c'est à cette date-là que c'est depuis cette date-là qu'existe la Magna Carta, alors qui dispose qu'aucun Anglais libre ne peut être arrêté ou détenu ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement, et aucun ne peut être condamné sans avoir eu droit à un procès en bonne et due forme. Persécuté dans son pays, embastillé, l'illustre Voltaire est profondément impressionné par l'esprit de liberté de la société anglaise. On est naturellement au XVIIIe siècle, par la Déclaration des droits de 1689 qui protège les citoyens de l'arbitraire royal. En 1689, la France est encore sous une monarchie absolue, celle du roi Soleil, c'est-à-dire de Louis XIV. À force d'entendre et répéter que les Français ont décapité un roi, eh bien, on en oublierait que les Anglais en ont décapité un après, ont exécuté Charles Ier en 1649 pour haute trahison, et qu'ils ont proclamé la République bien avant les Français, une République que dirigea un certain Cromwell durant un intermède d'une dizaine d'années. Lorsqu'on interroge les sujets étrangers, surtout les Européens, sur l'idée qu'ils se font des Français, il faut, à mon avis, prêter une attention particulière aux mots qu'ils utilisent pour décrire les Français auxquels ils ont eu affaire dans les circonstances les plus diverses. Les Allemands, dont l'exemple est cité par ceux qui voudraient tailler en pièces le modèle social français, disent volontiers que les Français sont arrogants, sans gêne et superficiels. Les Néerlandais jugent les Français nerveux, volubiles et bavards. En revanche, ce qui est beaucoup plus amusant, c'est que les Espagnols, qui critiquent les Français, les trouvent beaucoup moins latins qu'ils ne veuillent bien le prétendre. Quant aux Suédois, ils jugent les Français indisciplinés,
désobéissants, immoraux et désorganisés. Les Italiens, quant à eux, estiment que les Français sont snobs, prétentieux et obsédés par leur image. Et enfin, les Anglais les décrivent comme chauvins, têtus et sans humour. Ces jugements anecdotiques, hein, auxquels il ne faut pas prêter une attention profonde, sont certainement empreints de subjectivité et sont peut-être le reflet de préjugés, ce qui importe d'examiner. Est-ce que ce ne sont que des stéréotypes ou bien sont-ils les indices d'autre chose de plus profond, de plus révélateur, auquel cas c'est ce qu'il convient d'examiner au moment où la France s'aperçoit qu'elle est une puissance très moyenne et peut-être sera-t-elle conduite à des révisions déchirantes sur ce plan-là. Les Anglais, dont on dit qu'ils sont l'ennemi héréditaire des Français, reprochent souvent aux Français leur absence de pragmatisme. Autrement dit, les Français auraient tendance à tourner le dos aux réalités, ils auraient une prédilection pour les idées, les analyses subtiles, les formules percutantes, les métaphores originales et brillantes. Après tout, Sainte-Beuve, dans le livre qu'il a réuni, qui s'intitule Portrait de femme, le dit que les Français ont l'art de la conversation. Alors, le locuteur français, quand il veut exprimer les choses, ne se soucie pas de s'y conformer. Il travaille ce matériau, le sculpte, en quelque sorte pour lui donner la clarté, toute la précision désirable. Il le fait en en accusant l'abstraction. À travers l'analyse d'une phrase simple, on peut le voir à travers l'analyse d'une phrase simple, le linguiste Georges Moulin a montré comment les langues anglaises et françaises découpent ou expriment un même phénomène. Quand le locuteur français dit d'un nageur qu'il traversa le lac ou la rivière à la nage, eh bien, le locuteur anglais dira plutôt « il nagea à travers la rivière ». He swam across the river. Le verbe français traverser est plus abstrait que le verbe anglais to swim. À la généralité du français, à son abstraction, répond le souci tangible et singulier, n'est-ce pas, de l'anglais. Et ce n'est pas pour rien que le pragmatisme n'est pas né en France. Les intellectuels français ont les yeux de Chimène pour l'idéalisme et le rationalisme. La nation française se flatte d'être cartésienne. Nul n'ignore la formule de Descartes, je pense donc je suis, qui fait de l'existence un effet de la pensée. Autrement dit, si on ne pensait pas, on ne saurait être, du moins véritablement. Dans un de ses livres les plus célèbres, Le contrat social, Jean-Jacques Rousseau écrit d'emblée « Commençons par écarter les faits ». Commençons par écarter les faits. Pour un Français, comprendre un phénomène, c'est d'abord le dépouiller de sa gangue empirique, le purifier de ses scories triviales. De fait, aucun des grands philosophes français n'est pragmatiste. En revanche, le spiritualisme, le rationalisme, l'idéalisme ont produit en France d'illustres représentants. Malebranche, Pascal, Maine de Biran, Victor Cousin, Henri Bergson. Quant au matérialisme français du XVIIIe siècle, il est d'une dimension si métaphysique qu'il semble n'avoir de matérialiste que le nom. La tradition sociologique française ne compte d'ailleurs que des agrégés de philosophie. Émile Durkheim, Marcel Mauss, Célestin Bouglé, Lucien Lévy-Bruhl, Pierre Bourdieu ont tous été des philosophes de formation et de métier. À l'inverse de Geza Roheim, qui travailla et vécut en Australie, Émile Durkheim a réussi le tour de force de décrire ou d'étudier le totémisme australien dans son essai le plus important, La formation, les formes élémentaires de la vie religieuse, paru en 1912, sans jamais se livrer à la moindre enquête de terrain. Nul n'ignore
que Lucien Lévy-Bruhl n'a jamais été un praticien de l'ethnologie, cela ne l'a pas empêché, n'est-ce pas, de rédiger 6 ouvrages imposants d'ethnologie. À la notable exception de Fraser, qui est mort en 1941, tous les grands ethnologues anglais ou formés à l'école anglo-saxonne peuvent se prévaloir de recherches empiriques, condition sine qua non pour être reconnus comme un ethnologue à part entière. Franz Boas, qui est mort en 1942, a accumulé un matériel d'enquête tout à fait considérable. Evans Pritchard fit des séjours au Soudan, vécut en Égypte, où il a étudié les populations du Nil. Kroeber décrivit rigoureusement certaines tribus amérindiennes. Edmund Leach réalisa des missions en Birmanie, à Bornéo et à Ceylan, l'actuel Sri Lanka. Ralph Linton étudia les tribus de Madagascar et les Indiens Comanches de l'Oklahoma. Geza Roheim a analysé de près les rêves, les mythes et la sexualité des populations australiennes. Enfin, Malinowski a publié ses travaux sur les indigènes australiens dans des ouvrages demeurés célèbres, Les Argonautes du Pacifique, La vie sexuelle des sauvages, La sexualité et sa répression dans les sociétés primitives. Mais l'esprit français, quant à lui, demeure allergique à l'expérience, regarde avec suspicion les faits qu'il tient pour une vulgarité. Ted Stanger, journaliste américain, donne son sentiment. La France, dit-il, est la mère patrie de l'intellectuel. À Paris, la pensée est partout, à chaque coin de rue. À l'appui de son propos, il raconte une réunion de parents d'élèves dans l'école que fréquentait son fils. Pas un instant, dit-il, il n'a été question du quotidien des élèves. Et lorsque cet Américain a osé une question sur ce quotidien, les autres parents l'ont regardé comme, ce sont ces termes, comme s'il sortait d'un village d'Amazonie. Les Français ont donc une préférence pour les discours bien tournés, les formules frappées au coin de l'originalité. Un Jacques Lacan, par exemple, serait impensable chez les Britanniques. Sa posture, ses calembours et ses mots d'esprit, ses morceaux de bravoure tomberaient à plat. Dans ses lettres philosophiques, Voltaire reproche subtilement, comme il sait le faire, à Locke de ne pas être un bon mathématicien. Car être bon mathématicien, c'est être logé à l'enseigne des pures abstractions. Voilà ce que dit Voltaire, Locke donc, n'avait jamais pu se soumettre à la fatigue des calculs, ni à la sécheresse des vérités mathématiques qui ne présentent d'abord rien de sensible à l'esprit. C'est dans sa 13e lettre. Plus récemment, la controverse qui opposa Searle à Jacques Derrida est emblématique de ce fossé entre deux mentalités que tout semble opposer. Rappelons le contexte de signature, événement contexte, un texte de Jacques Derrida qui mit le feu aux poudres. Searle écrit « Je dois dire que je ne trouve pas les arguments de Derrida très clairs. Autrement dit, ils ne sont pas clairs du tout. » Et il accuse Derrida d'avoir mal compris John Austin, philosophe analytique anglais. Il est loisible de repérer dans cette polémique deux attitudes si caractéristiques au demeurant de la mentalité des deux peuples européens, celle qui est attachée à la clarté, à l'argumentation, à l'analytique du langage, et une philosophie apparemment plus obscure, redoublant de virtuosité verbale, d'inventivité conceptuelle, qui, gorgée de subtilité, procède d'un mode particulier d'appréhension des grands textes de la tradition occidentale. Je reprendrai cette analyse après une brève coupure. Merci.